Ça a déclenché le fait que l'on puisse obtenir une plateforme d'enseignement en ligne, donc de type Moodle. Donc c'était un projet que l'on prévoyait plutôt pour la rentrée de septembre 2020. Donc ça a été un projet qui a été accéléré par la pandémie, puisque notre plateforme d'enseignement en ligne ne nous permettait pas, celle que l'on avait avant le Covid, ne nous permettait pas en fait d'assurer l'ensemble des activités d'enseignement que l'on souhaitait faire. Donc le choix a été fait de débuter dès début avril l'installation de cette plateforme. Donc on était en confinement le 17 mars. Dès début avril, cette plateforme était en ligne. Et on débutait nos activités d'enseignement avec. Donc, une de mes activités principales pendant le confinement, ça a été justement l'appropriation de cette plateforme, l'accompagnement de l'équipe pédagogique à l'appropriation de cette plateforme-là et l'accompagnement des apprenants pour qu'ils puissent utiliser cette plateforme qui était beaucoup plus riche pour les activités qu'elle proposait, mais aussi plus difficile à prendre en main. Donc, c'était pas forcément le moment idéal pour mettre en place une plateforme d'enseignement en ligne. Et en même temps, on a mis dans la balance que, par contre, il fallait qu'on assure la continuité pédagogique de nos apprenants et qu'en faisant ça, on pourrait certainement mieux répondre à l'accompagnement qu'on se devait en tout cas en tant qu'institut de formation de leur proposer. Donc en mettant dans la balance la difficulté d'appropriation et dans l'autre côté la nécessité d'une continuité pédagogique de qualité, on s'est dit que l'on allait accélérer le projet et accompagner nos apprenants et accompagner l'équipe de formateurs à la prise en main de cette plateforme d'enseignement. Ils ont été assez surpris parce que ce projet de plateforme en ligne, on n'en avait pas du tout parlé. J'ai pas eu de formateurs décrocheurs. Par contre, j'ai eu des révélations de formateurs qui ont eu une capacité à inventer pour leurs enseignements que j'ai trouvé incroyable vraiment, avec des formateurs qui se sont révélés au contraire en confinement. Par exemple, pour les retours de stage, les étudiants avaient le choix que l'on passe soit par téléphone, si ça les arrangeait mieux, soit en classe virtuelle. Et ça, c'était un outil qu'ils appréciaient. Et on avait des formateurs qui donnaient, par exemple, un cas clinique à étudier et les apprenants donnaient leurs réponses sur la plateforme et c'est leur paire de formation qui allait corriger. Et ça, en fait, il y a des activités collaboratives qui se sont développées comme ça et qui ont plu aux apprenants. Donc, des fois, qui demandent le commentaire aussi du formateur parce qu'ils voudraient être sûrs quand même au cas où. Mais du coup, ils ont apprécié cette activité-là parce que c'est un pair qui vient apporter un échange sur leur travail. C'est quelque chose qu'on est en train de travailler, nous, actuellement, cet enseignement du futur, parce qu'on aime bien les défis et les challenges en plus du reste. Donc, voilà. Donc, actuellement, pour exemple, je suis en train de travailler, moi, sur l'activité de raisonnement clinique que j'ai déjà hybridé. J'avais pas attendu le confinement en fait pour hybrider la chose. Il passait en apprentissage inversé en plus. Donc on avait fait déjà ce pari-là. On a fait le choix donc en plus de la formation hybride aujourd'hui où c'est nous qui, en tant que formateurs, prescrivons à l'apprenant à quel moment il va être présent, à quel moment il doit être connecté en ligne, à quel moment on fera un travail plutôt asynchrone où il a un laps de temps pour le refaire. Ou le faire tout court. On fait le pari d'aller sur une formation de type comodal, donc où c'est l'apprenant qui choisira à quel moment il veut être en présentiel, à quel moment il veut être en synchrone et à quel moment il veut être en asynchrone. Donc pour ça, en fait, ce qu'on prévoit, c'est qu'au premier semestre, on reste sur... alors, je vous parle des étudiants de première année, puisque là, pour l'instant, c'est quelque chose qu'on va faire sur les étudiants de première année. Au premier semestre, on fait le choix que cet apprenant, il doit apprendre son métier d'étudiant d'abord. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être étudiant? Qu'est-ce que c'est que de vivre un premier semestre? Qu'est-ce que c'est qu'un enseignement du coup présentiel, distanciel? Donc là, au premier semestre, on fait le choix de rester en hybride et on continue de prescrire à ce moment-là, vous serez en présentiel, là en distanciel, en asynchrone, pour qu'ils voient un petit peu tous les modes qui existent. Et au deuxième semestre, là, on a choisi de leur laisser le choix en comodal. Donc sur cet enseignement-là, pas sur toute la formation, puisque j'ai pas encore réussi à convaincre tout le monde, mais ça va venir. Et donc du coup, on fait ce choix de passer sur un format comodal où c'est l'apprenant qui d'abord choisira son format
Et on espère que ça répondra à un besoin de flexibilité, parce que ce qu'a montré ce confinement, c'est qu'on manquait, en tout cas je trouve, que l'on manque de flexibilité, de souplesse pour l'apprenant. Alors bien sûr, on a des étudiants qui peuvent décrocher de leurs apprentissages, ça reste une minorité. On a des apprenants qui restent tous très engagés. Je pense que c'est ce qu'a montré ce confinement, être capable d'être sur le terrain, être capable de suivre ses enseignements en même temps. Je pense que si ça c'est pas être engagé, je ne sais pas ce que c'est. Et donc c'est vraiment se dire que nos apprenants sont capables d'autonomie et de savoir ce qui leur convient. Et voilà, ça vient répondre à des problématiques où la sélection Parcoursup vient quand même poser quelques difficultés. On a des apprenants qui habitent très loin maintenant du lieu de formation et qui ont besoin de cette flexibilité, donc de pouvoir suivre un cours à distance pour pas avoir à faire 2 heures de transport, suivre 3 heures de cours et repartir pendant 2 heures. Il aura perdu 4 heures dans sa journée dans les transports. Alors bien sûr, il pourrait étudier dans les transports, mais c'est franchement pas un lieu idéal pour étudier. Donc voilà, ça viendrait quand même répondre à un besoin de souplesse sur ce format de formation et répondre aussi à ce besoin de les accompagner autrement et que un enseignement, ça se fait pas forcément assis sur une chaise dans une salle de cours, ça peut aussi se faire à distance et certainement avec des apprentissages qui seront de meilleure qualité, puisqu'on aura un apprenant qui sera quand même moins fatigué, je pense déjà. Ça veut dire qu'on a un groupe en présence dans la salle, on a l'autre groupe qui est en synchrone en même temps, on prévoit les mêmes apprentissages en asynchrone. Ce qui va être le plus difficile, ça va être de reprévoir l'activité qui était en présentiel, de se dire comment je vais actionner l'activité en présentiel et en même temps l'activité en synchrone. Pour les débuts, on en a fait le choix d'être 2 formateurs dans la salle, donc avec un qui s'occupe du groupe en présentiel et un qui s'occupe du groupe en synchrone. Et petit à petit, justement, on va commencer à prendre la main et sur le présentiel et sur le synchrone. Mais c'est vrai qu'en termes de conception, ça prend beaucoup de temps. En termes d'animation, ça va prendre moins de temps, mais il n'empêche qu'en termes d'accompagnement, pour le coup, là, oui, c'est démultiplié et ça va réclamer beaucoup plus de ressources humaines. Après, c'est un choix. Il faut accepter de ne pas être dans un contrôle de l'apprenant, mais je préfère 10 000 fois avoir un étudiant au bout de son ordinateur qui est actif que d'avoir un étudiant qui est en train de s'ennuyer devant moi dans la salle de cours. Enfin, ça m'est d'autant plus pénible. Et voilà, donc faut accepter que un étudiant qui est présent dans la salle de cours, il est peut-être en train de s'ennuyer et qu'il s'ennuiera beaucoup moins au bout de son ordinateur quand il sera prêt à étudier à ce moment-là l'apprentissage, et selon le laps de temps qu'on aura donné. C'est pas un système tout ouvert où l'apprenant fait tout ce qu'il veut, mais en tout cas, on le rend responsable de ses apprentissages. Et voilà, c'est un format qui permet ça, et moi je suis plutôt pour ce type d'accompagnement des apprentissages. On sait qu'on a, avec l'université, on a la chance d'avoir que nos apprenants aient accès à une base de données justement numérique, notamment Elsevier. Et donc du coup, en fait, quand on a des activités d'apprentissage où on va solliciter la recherche documentaire, en fait, de façon plutôt systématique, on va les orienter vers cette base de données et vers cette lecture où nous, on a l'assurance d'avoir des lectures de qualité. Dans cette activité collaborative, en fait, le formateur définit des critères d'évaluation et c'est le père qui va corriger et se servir de ces critères d'évaluation pour situer celui qu'il corrige. Et donc, l'autre qui est corrigé recevra l'appréciation et les commentaires. Sur l'activité de père tuteur, en fait, ce qu'on a fait, donc ça on avait parlé, c'était sur le raisonnement clinique. On a travaillé avec des serious games de Sim4Hills qui ont été mis à disposition pendant le confinement. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé un parcours de formation pour renforcer le raisonnement clinique du premier groupe qui avait eu les enseignements en présentiel, puisque nous, on est divisé en 2 promos. Et en fait, on a un premier groupe qui avait eu tous les enseignements en présentiel. On a un second groupe qui a eu tout en distanciel. On a une très forte participation. C'était une activité qui était non obligatoire. Il y avait, donc c'était selon la
participation et on a été assez étonnés justement du nombre d'étudiants qui ont été intéressés par cette activité. Et on a donc décidé, fort de ce succès, on s'est dit qu'on allait mener l'activité de partiel de cette façon-là sous forme d'un contrôle continu. Donc on a ensuite, après, pour ce contrôle continu, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le choix cette fois de ne pas mettre les serious games parce que certains apprenants, par contre, étaient en difficulté matérielle. Donc ça aurait posé un souci d'équité dans l'accès au sujet. Donc on a fait le choix de repasser sur un dossier de soins en format PDF qu'ils pouvaient télécharger. Et ils ont eu un contrôle continu comme ça chaque semaine en fait. Et là, cette fois, on a tenu le pari de faire le commentaire chaque semaine pour qu'il s'améliore la semaine suivante sur 3 semaines. Et à partir du moment où notre étudiant arrivait dans un niveau acquis ou maîtrisé, il obtenait son UE, elle était validée. Donc pour les étudiants qui ont été repérés plus en difficulté justement en raisonnement clinique ou en projet de soins, ce qu'on leur proposait, c'était d'avoir un père tuteur qui avait été repéré sur le parcours de formation avant, comme maîtrisant le raisonnement clinique et qui pouvait l'accompagner. On n'a pas forcément pu suivre tous nos apprenants sur le terrain, à savoir qu'on a des formateurs, donc une bonne partie de notre équipe a été assurée, comme je vous disais, la continuité des soins sur le terrain, sur notre hôpital de rattachement au centre hospitalier sud-francilien. Donc ces formateurs-là, en fait, donc on avait des formateurs qui étaient de jour, qui étaient de nuit, et ça a permis justement que régulièrement ces formateurs-là puissent rencontrer les apprenants qui étaient sollicités au centre hospitalier sud-francilien et répondre justement à leurs questions. Ils en avaient beaucoup de questions justement, donc c'était assez intéressant. Et malheureusement pour des apprenants qui eux ont été sollicités pour les EHPAD, on n'a pas forcément pu aller les voir sur le terrain. Voilà, on n'avait pas cette possibilité d'accès. Nous, on a eu une interruption de nos bilans pédagogiques en stage avant le confinement. Donc, une semaine avant, on nous a demandé de ne plus nous déplacer sur les lieux de stage pour les bilans pédagogiques en stage. Et donc, de fait, on ne pouvait pas se déplacer. Donc, on a un petit peu eu, entre guillemets, cette chance d'avoir des cadres de santé formateurs qui étaient en continuité des soins et pouvaient voir les apprenants sur notre hôpital. Et pour ceux qui étaient en EHPAD, c'était plus complexe et c'était un suivi que l'on faisait plutôt en ligne et à distance.